Parlons un peu donc d'une autre maladie sexuellement transmissible qui est le sida, qui a fait énormément de ravages dans les années 80. Alors le sida, on l'appelle aussi donc le syndrome de l'immunodéficience acquise. C'est une maladie donc provoquée par le virus du VIH. Donc en fait, comme c'est un virus ici, on ne peut pas du tout le soigner avec les antibiotiques, ça sert à rien du tout, donc les antibiotiques ne fonctionnent pas contre le virus du VIH. Alors en fait, qu'est-ce qu'il va faire ce virus? En fait, il va détruire le système immunitaire. Et donc, forcément, vu que la personne va être ce qu'on appelle immunodéprimée, donc immunodéprimée, ça veut dire que son système immunitaire ne le protège presque plus contre les maladies, eh bien ça va donner la porte ouverte à d'autres infections, mais qui peuvent être des infections tout à fait que l'on rencontre fréquemment, telles que la grippe, les pneumonies, ça peut même aller jusqu'au cancer, etc. Donc en fait, une personne atteinte du sida ne va pas forcément mourir du sida, mais elle va souvent mourir suite à une autre maladie, d'où le corps ne saura plus du tout se défendre, et donc ils vont mourir par exemple de la grippe ou même d'une pharyngite, quelque chose d'assez à la base qui est assez qui est assez bénin, et donc qui au final va se révéler mortel du fait que le corps ne saura plus se défendre. Donc en fait, les symptômes, c'est quoi? C'est une fatigue inexpliquée, c'est une fièvre au-dessus de 38 degrés Celsius pendant plusieurs semaines, donc une diarrhée chronique, de la toux, une infection de la bouche, alors les gonflements des ganglions, et effectivement, ce qui va être très difficile dans le dépistage de cette maladie, c'est qu'en fait, de la fatigue, un peu de fièvre, de la diarrhée, de la toux, etc., on pourrait, ce sont des symptômes un petit peu vagues qui pourraient être attribués à plein d'autres maladies. Et donc, en fait, là où il faut s'inquiéter, c'est quand ça dure très 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 longtemps dans le temps. Et c'est là qu'il va falloir être vraiment attentif. Alors, quelles sont les personnes qui sont les plus susceptibles d'être atteintes du sida? Eh bien, c'est toutes des personnes qui auront des relations sexuelles non protégées. Donc, il ne faut pas oublier que, de nouveau, je le répète, le préservatif est le seul moyen de se prémunir contre les infections telles que le sida. Donc, ici, on va voir également que les toxicomanes qui utilisent des seringues non stérilisées, les personnes soignantes qui pourraient être éventuellement en contact avec les patients qui saignent. Alors, pourquoi tout ça? Parce qu'on voit ici, par exemple, que le sida, effectivement, la pénétration et les échanges de seringues sont deux modes avec un risque élevé de transmission. On voit que le sida aussi donc, va bien se transmettre donc, via le sperme, les sécrétions vaginales et le sang. Alors, autre chose, on voit également que le sida peut se transmettre de la mère à l'enfant. Alors, le sida se guérit-il? Alors, actuellement, non, mais il est possible d'atténuer ou de retarder les symptômes même à vie. Donc ça, c'est vraiment important. C'est qu'il faut savoir que ces dernières années, les traitements contre le sida se sont vraiment bien améliorés. Il faut savoir que même actuellement, une femme qui voudrait avoir des enfants et qui a le sida, eh bien, les traitements permettent d'éviter justement la transmission de la mère à l'enfant. Donc en fait, il y a eu vraiment des progrès considérables qui ont été faits dans le domaine. Et donc effectivement, une personne peut vivre maintenant très 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 longtemps avec le sida sans mourir. Par contre, elle va devoir suivre son traitement à vie. Lorsqu'elle ne se traite plus, dans ces cas-là, forcément, bien, ça risque de mener très vite à la mort, puisqu'on l'a expliqué tout à l'heure, c'est que le sida va donc continuer la destruction du système immunitaire et donc la personne finira par mourir d'une maladie. Alors, quels comportements sexuels sont sans risque, à risque faible ou à risque élevé? Donc de nouveau, ceci se trouve donc dans le tableau jaune. Les comportements sans risque sont les baisers, les caresses, la masturbation, le cunnilingus, s'il n'y a aucune lésion présente dans la bouche ou sur les organes génitaux. Donc ça, c'est vraiment important, il faut qu'il n'y ait aucune ouverture. Les risques faibles sont la fellation et les risques élevés sont la pénétration vaginale ou anale. La transmission du sida n'est pas systématique, mais parfois il suffit d'un seul contact pour être infecté. Et donc ça, c'est important de le savoir. Alors, quelle est la différence entre être séropositif ou être atteint du sida? Alors, la grosse différence, c'est que être séropositif, ça démontre la présence d'un anticorps propre au sida dans le sang. Donc, ça veut dire qu'en fait, la personne va être porteuse du sida, elle est contaminée par le virus, elle peut transmettre le virus du sida,
Mais attention, elle ne présente encore aucun symptôme du sida. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas encore malade. Par contre, avoir le sida, ça correspond vraiment au moment où on va avoir un grand affaiblissement du système immunitaire de l'organisme. Et donc là, effectivement, on va avoir l'apparition d'autres maladies et le corps ne va pas être capable de se défendre contre ces différentes maladies. Et là, dans ces cas-là, on a bien le sida. Alors, où, quand et comment faire le dépistage du sida? Alors, on peut faire le dépistage du sida dans un planning familial, un centre de référence sida, chez le médecin traitant, chez le gynécologue. Donc quand, alors c'est toujours 3 mois après la relation sexuelle supposée à risque. Pourquoi 3 mois? Eh bien parce que tout simplement, si on le fait par exemple après 1 mois, eh bien on ne va pas encore pouvoir déterminer par exemple des anticorps du sida dans le sang, d'où c'est beaucoup trop tôt. Et donc il faut vraiment attendre 3 mois. Avant ça, ça sera indétectable. Donc, comment est-ce qu'on le dépiste? Par une prise de sang. Et donc, effectivement, il faudra 3 à 7 jours pour avoir les résultats. Le secret médical est toujours garanti. Donc, le médecin ne peut pas donner cette information à l'entourage, mais uniquement aux patients. Donc, une personne qui n'est pas porteuse du sida est appelée séronégative. Et une personne porteuse du virus est dite donc séropositive. Voilà, donc le chapitre ici est terminé. N'hésitez pas à revoir les vidéos. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, n'hésitez pas à mettre sur pause, de noter et de continuer la vidéo ensuite.